Ah oui, 16h15. Mon Dieu, bonjour tout le monde. Vous êtes silencieux, vous avez tombé toute calme. C'était l'heure de commencer. Je me présente, mon nom est Marie-Claude Gauthier, je travaille pour le pôle sur les transitions en enseignement supérieur. Je coordonne l'un des 5 chantiers, plus spécifiquement le chantier 2, celui sur les transitions interordres et intercycles. Donc, je suis ravie d'être ici, mais de vous voir ici aussi, d'assister à la présentation de cet après-midi. Dans le fond, heureuse de pouvoir faire un retour sur un événement qu'on a organisé au printemps dernier, qui a eu lieu ici même dans les locaux de l'UQAC le 29 mai dernier, qui était le tout premier rendez-vous régional en enseignement supérieur. Donc, comme vous voyez, je ne serai pas seule pour animer cette présentation-là. J'aurai avec moi 2 membres de l'équipe de l'Agora qui ont grandement contribué à l'activité. Puis je vais les laisser se présenter. Bonjour Delphine, membre professionnel de l'Agora. Et Florence Villeneuve, professionnelle de recherche aussi là, pour le collectif L'Agora. Merci. Donc, on a une belle heure devant nous. Ce que je vous propose, c'est une présentation en 3 temps. Donc, en première partie, j'aime toujours faire un peu la remise en contexte de l'événement. Donc, la première partie va vraiment consister à présenter l'origine, la genèse du projet, d'où c'est parti l'idée d'où est née l'idée d'organiser un rendez-vous régional. Puis, pour 2 raisons. Dans le fond, je trouve ça super important, mais en même temps pour le bénéfice des personnes qui n'ont pas assisté. Dans un deuxième temps, c'est Florence et Delphine qui vont prendre la parole pour présenter toute la question de la méthodologie puis de l'approche utilisée tout au long de la démarche. Donc, le avant, le pendant, puis le après l'événement. Puis, à la toute fin, je vais reprendre le micro pour refaire un bref aperçu des grandes conclusions de l'événement. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on n'ira pas dans le fin détail du rapport. On va vraiment y aller sur la présentation de la démarche, vraiment tout le processus de recherche qu'on a mis en place pour arriver justement à ces conclusions-là. Donc, avant de commencer, là, il y a des visages que je le sais qui ont assisté à l'événement, mais je suis curieuse de savoir quand même, parce qu'il y avait quand même un bon nombre de personnes qui ont participé à l'événement de mai dernier. Peut-être à main levée, ceux qui étaient présents. Oh, quand même! Je suis heureuse de voir que vous étiez tous présents. Donc, si on se rappelle, dans le fond, j'ai amorcé tout de suite avec l'origine. Et je suis allée trop vite dans mes diapos. Je ne suis pas déjà dans les conclusions. Dans le fond, si on démarre ça avec l'origine du projet, le projet il est vraiment issu d'une volonté du milieu. L'idée est venue des responsables du plan de réussite en enseignement supérieur, donc le PARES. Les responsables se réunissaient déjà depuis un bon moment avant que l'événement ait lieu. Puis c'était vraiment un groupe de travail là, qui se réunissait pour échanger sur quelle action ils mettaient en place dans leur propre établissement. Puis, l'idée de travailler ensemble conjointement un projet pour répondre à l'un des objectifs qui était celui d'assurer des transitions harmonieuses et de qualité, est vraiment née. Puis c'est vraiment cette volonté-là qui a fait en sorte que, pour donner suite à leurs recommandations, à leurs réflexions, on leur a proposé d'organiser un événement pour répondre à cet objectif-là. Donc, on le sait tous que les étudiants vivent leur transition différemment. Ils les vivent avec de nombreux défis, que ce soit sur le plan social, académique, personnel. Ces défis-là sont nombreux, dans le fond, au niveau des défis d'adaptation puis d'ajustement. Puis si on se souvient bien, le rendez-vous, il se concentrait davantage justement sur cette transition-là collégiale universitaire.
c'est la toute première fois que j'utilise Geniali. Fait que j'apprends aussi à manipuler les petits icônes. Et excusez-moi de toute cette attente-là. Dans le fond, suite tout à l'heure, ce que je vous présentais par rapport aux enjeux, aux défis qui étaient nombreux, il y avait plusieurs études quand même qui se sont concentrées sur cette transition-là. Puis, il y avait quand même de nombreuses conclusions par rapport à la mise en valeur de la collaboration qui favorisait ces transitions-là comme des réussites qui amélioraient les transitions des étudiants. Donc, pour nous, c'était tout naturel que l'objectif central du projet, bien, il vise à sensibiliser tout d'abord les communautés collégiales et universitaires à l'importance de collaborer pour améliorer les transitions. Donc, c'était notre objectif, mais vous comprendrez qu'il y a eu des objectifs spécifiques à travers tout ça. On souhaitait les informer des enjeux reliés aux transitions. On voulait leur donner également un espace d'échange pour qu'ils puissent se partager les différents défis disciplinaires qu'il y avait entre les cheminements. Puis, on a présenté à l'intérieur quelques résultats de recherche, puis bien entendu, on souhaitait explorer les pistes de collaboration possibles. Vous êtes certainement convaincus que je n'ai pas fait l'organisation de cet événement seul, puisque les responsables étaient impliqués. Il y a eu un comité organisateur qui a été mis en place. Donc, un représentant de chaque établissement était désigné pour assurer la planification puis l'organisation de cet événement-là. Il y a eu également des membres de l'équipe de l'Agora qui ont contribué grandement à toute la mise en place des différentes étapes. Puis, outre le comité organisateur, il y a eu des sous-comités de travail qui ont été, qui se sont formés pour travailler de manière un petit peu plus approfondie sur l'organisation, que ce soit la communication, le contenu, puis le jour même, s'assurer que tout fonctionne bien. Je trouvais ça quand même intéressant de vous projeter un petit peu le déroulement de la journée. Tantôt, je l'ai présenté assez rapidement, mais il y avait quand même 3 conférences qui étaient prévues durant cette journée-là pour leur présenter justement des résultats de recherche. Puis, il y a eu également, à travers les 2 journées, 2 périodes qui avaient, pas les 2 journées, mais à travers la journée, il y a eu 2 périodes d'échange vraiment qui étaient en formule atelier qui permettaient aux gens de se réunir, de pouvoir discuter puis échanger. On va rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure, autant du côté de la méthodologie puis des conclusions dans chacun des ateliers qui a été réalisés. Au niveau du public cible, dans le fond, pour nous, au moment qu'on a réfléchi à l'événement, on s'est attardé sur un parcours qui était un peu plus naturel, qui menait justement du collégial vers l'université. Fait que c'était principalement les enseignants des programmes préuniversitaires qui étaient ciblés par l'événement, puis les programmes qui menaient, dans le fond, vers les programmes universitaires qui étaient les chargés de cours, les professeurs qui étaient invités également. Donc, c'est les enseignants, les professeurs qui étaient tout d'abord ciblés, mais il y a également tous les professionnels qui sont en soutien aux étudiants qui étaient également invités. Donc, on peut penser aux conseillers d'orientation, aux aides pédagogiques. Eux étaient partie prenante de l'événement également. Donc, c'est tout près de 220 personnes qui ont participé à cette journée-là. Ça me va. Je vais laisser la parole à Delphine et Florence. En fait, d'abord, c'est qui l'Agora? Nous, on a accompagné toute la démarche dans un premier temps parce qu'on est une équipe de recherche-action en intervention transdisciplinaire. Fait que c'est vraiment dans ce but-là et avec une expertise. On est formé d'une équipe de 2 professeurs qui nous accompagnent, de 7 professionnels de recherche et d'une trentaine d'étudiants, toutes disciplines confondues. Fait que dans le transdisciplinaire, c'est assez bien représenté. On œuvre dans la transformation des systèmes et avec une visée de justice sociale et écologique. Et on a vraiment un partage, on est dans une notion de partage d'apprentissage et d'amélioration des pratiques.
Fait que c'est un petit peu avec cette expertise-là que le pôle est venu nous chercher. Nous, on travaille multi-échelle, c'est-à-dire qu'on est autant sur des projets que sur une collectivité, mais aussi au niveau d'une organisation comme le pôle, un territoire comme une MRC ou comme une région. Et on est même des fois sur des projets qui sont provinciaux. On a une approche, en fait, pour vous donner une idée, on accompagne des projets qui sont quand même variés dans la transformation du Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec. Autant on travaille avec le Grand Dialogue au niveau de la transition socio-écologique, mais aussi vitalité des communautés, si des fois vous avez entendu parler avec la santé publique, Boré au niveau du système alimentaire, Forum sur la mobilité durable. On travaille avec le pôle. Et on travaille aussi sur les plans climat, sur les plans montagne. Ça vous donne une idée de l'expertise et de la transdisciplinarité qui se retrouve au sein de notre équipe. Nous, on a une approche qu'on a développée au sein de l'équipe et qui est autour d'une éthique du dialogue. Fait que dans les ateliers que vous avez eus, c'est toute une approche qu'on a mise en place. On est beaucoup en intervention recherche, comme l'a nommé. On est beaucoup en praxéologie. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a créé des ateliers afin d'aller chercher vos connaissances, vos interactions, parce que c'est vous du milieu qui êtes le plus à même de fournir les renseignements par rapport à la démarche qui était souhaitée par le pôle. On est dans la transformation des systèmes, fait qu'on apporte un œil différent, puis on est dans une approche prospective et qui s'inscrit dans l'approche de littératie des futurs. Fait qu'on n'est pas dans l'approche négative, mais plus dans les approches positives du futur. Et tout ça en co-création et en co-construction. C'est-à-dire que tout le matériel, toutes les animations qui ont été faites ont été réalisées dans cette approche-là avec toute l'équipe d'animation qui était présente, mais aussi avec tous les membres qui étaient dans les ateliers. C'est-à-dire qu'on a travaillé, nous, au comité d'animation dans un premier temps, où il y avait les membres que nous a présentés Marie-Claude. On avait une rencontre aux 2 semaines, d'1 heure, et ça, on a commencé dès décembre. Fait que nous, on a été présents tout le long du processus et c'était vraiment en co-création. Et suite à ça, on a créé une belle équipe d'animation parce que pour animer 220 personnes et avec 14 personnes maximum par table, ça a pris une vingtaine de personnes. On a créé des outils d'animation, que ce soit un plan d'animation, que ce soit une formation à l'animation qu'on a offerte, puis aussi des éléments facilitants. Puis là, on va aller au Canva. Ce sont des outils, je les ai oubliés. J'avais les napperons. Oui, mais j'avais livré. En fait, ce sont les 4 napperons qui ont été utilisés dans le cadre de l'animation pour créer du lien et pour créer, comment je pourrais dire, c'était complexe. Il y avait beaucoup de choses. C'était très dense. Et afin de pouvoir aller chercher des communications, on a mis en place des outils, comme là, ce sont sur les 6 familles de programmes, pour comment aller chercher l'information, où chacun pouvait noter et nommer ses affaires, même s'il ne prenait pas la parole, il y avait quand même un espace de discussion qui était mis en place. Et là, c'était par rapport au portrait des compétences, mais pour vous donner une idée, ça, c'était sur celui, le Canva 3, qui parlait au niveau, on a pris la métaphore des voiles, parce qu'on trouvait qu'un étudiant, ça joue avec plein de voiles. Et il y avait le phare du cégep, puis le phare de l'université, puis comment, à l'intérieur de ça, l'étudiant, avec tous ses voiles et ses nœuds, peut se rendre d'un port à l'autre. Mais ce sont des images qui nous servent à construire les animations pour naturellement aller chercher les informations. Ah, puis en fait, c'est pas 7, c'est 6 familles. Les 6 familles qu'il y a, c'est celle d'après Marie-Claude. C'est l'autre diapo. En fait, c'est complètement perdu. Excuse. Oh non, c'est pas grave. Oui, ce sont les 6 familles de programmes sur lesquels vous avez réfléchi, qui sont les programmes d'éducation et de relations d'aide, les programmes des arts, de la communication et des langues, les programmes sciences et appliquées, sciences de la vie et des sciences humaines, et les programmes sciences économiques et sociales, et enfin, sciences humaines. Ce sont les programmes sur lesquels on avait vraiment séparé les données, mais sans les séparer.
Et après cette journée d'échange et de réflexion, nous, le collectif L'Agora, on est vraiment reparti avec tout ce qui s'est dit, toutes les idées qui ont été partagées dans la journée. Donc, juste à imaginer, là, on avait 19 tables, 5 activités, 220 personnes. Donc, ça a fait un nombre incalculable d'éléments de post-it, carrément, là, de petits post-it qui ont été rédigés avec des idées sur chacune. Nous, on est parti avec tout ça. Puis le premier mandat, ça a été de faire la transcription, c'est-à-dire vraiment de réécrire mot pour mot les idées qui étaient énoncées sur ces post-it-là, puis d'en faire un rapport. Il faut savoir que c'est des données qui étaient anonymisées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retracer qui a dit quoi. C'est dans les pratiques aussi de notre éthique du dialogue qu'on est ouvert à nommer ce qu'on ressent parce qu'on n'est pas identifié après aux données. Mais on est capable quand même, étant donné qu'on avait en note les tables, par exemple, quel programme était assis à quelle table. Puis nous, dans la rédaction qu'on a fait, on est capable de savoir si une personne voudrait savoir, par exemple, quelle information avait été partagée à sa table pour s'en rappeler. On est capable d'y avoir accès, mais pas, c'est ça, à la personne qui a nommé quels éléments. Ça fait quand même un rapport de 160 pages et plus de données brutes, donc ce n'est pas tout à fait digeste. Donc, la prochaine étape, Marie-Claude nous a demandé, ça serait-il possible de faire un rapport un peu plus synthèse de ces informations-là pour pouvoir faire quelque chose ensuite avec ça. Donc, nous, la prochaine étape, ça a été de préparer la synthèse des données. Pour ça, on a utilisé l'outil Miro, que vous ne voyez pas en détail, là, mais sûrement que vous connaissez. Miro, c'est un tableau interactif comme tableau blanc, qui est un outil qui est super ludique, super efficace. On aurait pu utiliser d'autres logiciels, il y en a plein. Mais comme on était pendant la saison estivale, puis qu'on avait comme un petit groupe de personnes à la synthèse des données qui étaient séparées à différents moments, ça fonctionnait bien, là, vu que c'est un outil qui est collaboratif, là, fait qu'il peut être travaillé à distance. Quand on a monté ce tableau-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord intégré vraiment l'ensemble des éléments là, qui venaient du premier rapport de transcription des données dans ce tableau-là. Puis, on a monté ça là, selon les grands objectifs du pôle pour pouvoir après essayer de faire des synthèses, des regroupements d'idées. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs idées qui revenaient parfois là, entre les différents post-it. Donc, nous, on faisait des regroupements avec les idées similaires, puis ça nous permettait là, d'identifier comme ça nos grands thèmes, les grands codes, les nœuds, un peu de notre analyse là, qui se voulait donc inductive. C'était vraiment selon ce que les données nous disaient qu'on était capable après de faire une synthèse de tout ça. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben là, on a pu rédiger un rapport synthèse qui se veut maintenant d'une 60aine de pages, donc quelque chose d'un peu plus digeste quand même. On a présenté ça en fonction vraiment des objectifs du pôle, comme je le disais. Donc, des fois, ça pouvait être en fonction de garder ça vraiment global ou d'identifier en fonction des grands programmes, comme on l'a nommé tantôt, pour savoir un peu est-ce que c'est le même genre de données qui transparaissent dans le programme des arts, par exemple, versus dans le programme en génie ou en sciences appliquées. On pouvait aussi faire ressortir des éléments transversaux spécifiques. Par exemple, justement, au niveau des compétences, par exemple, on est capable de faire des grands constats de quelles sont les compétences vraiment qui reviennent de façon transversale, peu importe les types de programmes, peu importe les enjeux. Mais on est capable aussi de faire des constats globaux un peu. Donc, justement, est-ce qu'il y a des compétences qui reviennent qui sont plus sensibles que d'autres? On est capable aussi d'identifier des compétences spécifiques au programme. Donc, c'est quoi les 3 compétences pour chacun des programmes qui sont vraiment les plus sensibles? On va revenir un petit peu plus là-dessus en détail aussi. Donc, ça nous fait quand même un document qui est de données synthèse. Donc, il n'y a pas eu d'analyse spécifique qui a été faite parce qu'on voulait laisser ça vraiment ouvert aux groupes, aux acteurs, au public qui vont pouvoir après s'approprier ces données-là. Donc, c'est vraiment une synthèse. Toutes les idées sont présentes, mais il n'y a pas eu de surinterprétation ou d'analyse qui a été faite en détail des données parce que ça, c'est pour les suites, en fait. Il me reste peut-être une... Ah oui, puis le plan du rapport qu'on a remis quand même, là, juste pour vous présenter, mais c'est juste pour montrer qu'il y avait une suite logique. Dans le fond, dans ce rapport-là, on a vraiment tout remis en contexte. Donc, quelqu'un qui n'a pas participé à l'activité qui a eu lieu peut quand même là, se faire une compréhension, ouais, s'y retrouver justement, là, puis avoir tout en main quand même là, pour poursuivre les réflexions. Merci, Florence. En fait, au niveau du... il y a le rapport, bien entendu, que vous aurez accès. On va le partager éventuellement dans les prochaines semaines. Mais il y a également toutes les conférences qui ont eu lieu durant la journée qui sont également accessibles sur le site du pôle. Puis, si vous souhaitez aller les visionner, c'est des conférences qui sont tous accessibles. Donc, je poursuis avec la portion au niveau des observations, des constats, des priorités. Comme Delphine puis Florence le mentionnaient, le rapport se voulait vraiment un outil pour, principalement nous, le comité de chantier, le pôle, pour être en mesure, oui, d'avoir en main toute l'information parce qu'on ne pouvait pas être dans chacun des ateliers qui avaient lieu durant la journée, mais d'avoir en main tout ce qui avait été
échangé comme information au sein des 18, des 19 tables de discussion dans la journée. Donc, je le répète, j'ai l'impression que je me répète puisque je vous l'ai dit au début, j'en fais vraiment un survol. Je vais mettre en évidence certaines choses, certains constats, mais par la suite, là, vous pourrez le consulter, puis on demeurera toujours disponible là, pour en discuter. Donc, le premier atelier qu'il y a eu dans la journée faisait suite à la conférence de Mme Stéphanie et Marjolaine, qui sont venues présenter le continuum de développement des compétences en enseignement supérieur. Donc, ils ont présenté les 6 grandes familles de compétences. Puis, nous, à l'atelier qui suivait cette conférence-là, on a demandé aux gens de prendre une période de réflexion pour être en mesure de nous identifier les compétences qui, pour eux, jugeaient les plus sensibles au sein de leur programme. Donc, j'ai une petite question pour vous. Suite aux 6 familles de programmes, parce que pour nous, comme Delphine puis Florence le mentionnaient, ils ont essayé de faire des regroupements, mais également de voir s'il y en avait certaines qui étaient transversales à chacune des... puis c'est ça ma question. Je voudrais savoir quelles compétences croyez-vous qui étaient transversales justement aux 6, pas aux 6, mais aux 18 tables d'échange. Ce n'est pas nécessairement les 6 grandes familles que je veux. Je veux vraiment les toutes compétences, non. Mais y en a-t-il quelques-unes qui vous viendraient peut-être en tête, là, qui vous diraient, bien, celle-là, je me doute qu'elle elle a peut-être été identifiée comme étant la plus vulnérable. Il n'y a personne qui se risque. Je vais vous donner la réponse. Dans le fond, là, à travers toutes les données qu'on avait, il y avait bien entendu celle de développer la connaissance de soi, qui est ressortie à travers toutes les tables de discussion. Il y avait également développé des capacités de communication, de comprendre et s'adapter aux différences culturelles et de faire preuve de savoir-être interpersonnel et développer son autonomie. Donc, c'est sûr que là, c'est en évidence ces 5 compétences qui, elles, se sont retrouvées dans toutes les tables de discussion, mais il y en a une panoplie quand même de compétences qui ont été identifiées là, au sein des tables. Là. Puis c'est vraiment, ça dépend aussi du contexte du programme dans lequel, quelle exigence ça demande. Fait que là, c'est celles qui ont été répertoriées comme transversales pour chacun des programmes. Puis il y a certaines observations quand même qui ont été remarquées à travers les échanges. Je pense entre autres, mettons, à la compétence langagière qui, elle, a quand même fait ressortir qu'il y avait une faiblesse qui était un petit peu uniforme au niveau de tous les étudiants. C'est certain qu'il y avait quand même une qui était plus marquée au niveau de certaines populations étudiantes quand on parle en termes de français. Donc, c'est une compétence qui a ressorti quand même avec des enjeux. Puis, il y avait également celle au niveau de la compétence numérique, que ce n'était pas nécessairement uniforme pour chacun des programmes, que ce n'était pas nécessairement uniformisé, mais inclus à l'intérieur des plans de cours également. Donc, le premier atelier traitait des compétences sensibles. Puis, à la suite de cet atelier-là, on poursuivait avec un second atelier qui était l'atelier sur le terrain de la réussite. Donc, on amenait vraiment les gens à échanger sur qu'est-ce qui se passait dans leur quotidien. On les amenait à nous partager leurs propres actions qu'ils réalisaient dans leur cadre de leur cours ou dans leur pratique au quotidien. Donc, suite à cet atelier-là, ce qui a quand même ressorti, c'est 4 grands créneaux d'action qui favorisent l'acquisition et le développement des compétences. Donc, je les ai résumés assez simplement, là, toute la question des outils, des capsules qui étaient développées puis qui étaient offertes aux étudiants pour diverses compétences à développer. Il y avait toute la question aussi des méthodes pédagogiques adaptées qui étaient instaurées au sein de leurs pratiques quotidiennes. Il y avait également tous les différents services qui étaient offerts de soutien, d'accompagnement, d'intervention qui sont déjà existants dans les établissements. Puis le dernier, bien, dans le fond, c'est toute la question des différents ateliers ou animations
dans le cadre de cours qui menait au développement autonome des compétences des étudiants par diverses approches. Puis, donner un exemple rapide, là, on pense à toute la question de l'échange par les pairs. Donc, c'était un exemple qui faisait référence à ça. Mais le grand constat général dans cet atelier-là, c'est qu'il y a eu une effervescence d'échange et de partage. Puis c'est ça qui était beau, c'est qu'on réalise qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se fait dans les établissements. Puis c'est inspirant pour les autres établissements de pouvoir peut-être voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis de l'adapter dans leurs propres établissements. Puis, dans l'après-midi, on poursuivait avec un autre atelier qui était le vent dans les voiles. Donc, ça se voulait vraiment un atelier plus de discussion ouverte où ce que les gens mettaient en valeur les facteurs qui facilitaient les transitions, respectivement pour leur établissement. Puis, à l'intérieur, bien, on essayait d'imaginer des pistes de collaboration possibles entre les deux ordres d'enseignement qui faisaient en quelque sorte un peu le pont entre les deux ordres d'enseignement. Donc, ce qui m'amène justement à vous parler un petit peu des pistes de collaboration, parce que dans le fond, nous, après qu'on ait eu le rapport entre les mains, avec mon comité de chantier, le comité organisateur et quelques membres là, qui gravitent autour de cet événement-là, bien, on les a réunis dans le cadre d'un atelier pour vraiment se pencher sur les priorités que le chantier, que le pôle peut mettre en place. Mais derrière tout ça, le rapport, il appartient à tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il y a des initiatives très locales qui peuvent se mettre en place après avoir vécu ces échanges-là. Puis, il peut y en avoir des collectifs. Donc, c'est pour ça que… Puis là, je vois Laurie, je ne peux pas m'empêcher de te cibler parce que Laurie, elle m'a interpellée suite à cet événement-là pour une idée qu'elle avait en tête puis qui faisait écho à l'événement qui avait eu lieu en mai. Donc, il y a des initiatives qui se sont soulevées, mais qui vont se porter également de manière un peu plus indépendante, que ce n'est pas nécessairement juste le pôle ou le chantier qui a à être maître d'œuvre là-dedans, mais bien facilitateur ou collaborateur des initiatives. Donc, pour nous, en décembre dernier, il y avait un atelier qu'on a organisé, toujours avec la collaboration de Florence et Delphine. Donc, c'est un atelier de type World Café. Là, on a vraiment travaillé en formule sur des thèmes. Il y avait 3 tables à laquelle les gens pouvaient participer puis aller réfléchir avec les autres membres. Donc, on a utilisé la matrice Impact-Effort, donc pour essayer de pointer plus exactement les pistes d'action qui pouvaient relever du chantier et du pôle. Donc, pour vraiment vous donner quelques pistes, parce que tantôt, on l'a mentionné, c'est un travail là, qui s'amorce, puis c'est là-dessus, sur ces pistes de collaboration-là, qu'on va travailler dans les prochains mois. Donc, on est dans les premières étapes, mais le travail se poursuit avec le comité de chantier. Mais c'est sûr que tout l'aspect de la sensibilisation auprès des communautés va rester un élément important pour faire mieux connaître la réalité des étudiants, leurs besoins, leurs enjeux, mais à tous les membres de ces communautés, autant les professionnels que les enseignants qui connaissent davantage l'étudiant en soi. On ne peut pas passer à côté du continuum. Le continuum, il était l'objet de cette journée-là. C'est sûr que la plupart faisaient relever que le continuum, ça allait être important de le travailler collectivement parce qu'à travers le continuum de façon globale, bien, il y avait des idées qui étaient nommées de travailler, mettons, l'activité collective pour développer certaines compétences dès le secondaire. Puis, il y avait celle du raisonnement critique, de travailler avec des enseignants en philosophie pour de travailler davantage à développer cette compétence-là, mais dès le secondaire. Il y avait également de créer et utiliser divers outils pour l'acquisition de compétences numériques de base. Il y avait aussi toute la question de mettre en place des mécanismes de protection concernant les enjeux numériques. Donc, c'est
différents éléments qui ont été identifiés, puis nous, en le mettant dans la matrice, bien, on évaluait sur quel était l'impact, puis quel était l'effort pour nous, en tant que comité de chantier, à travailler cet aspect-là. Donc, je n'ai pas nécessairement mis juste ceux qui avaient un impact élevé puis des efforts faibles, parce qu'il y a des choses qui étaient à impact élevé qui demandaient un petit peu plus d'efforts, mais en même temps, aux yeux des gens, c'était hyper important de travailler ces aspects-là. Un qui a été quand même mis en évidence, c'est justement d'impliquer toutes les associations étudiantes au sein des activités de concertation. Puis, on ne peut pas passer à côté non plus de mettre en place des communautés de pratique qui concernent, oui, la préparation de l'étudiant, mais également tout l'arrimage des connaissances, que ce soit du secondaire vers le collégial et du collégial vers l'université. Puis, on a parlé beaucoup du vocabulaire commun, des fois sur des termes que ça pouvait porter à confusion dans la tête des étudiants, qu'on n'utilise pas nécessairement le vocabulaire. Je ne vous dis pas que ça va se faire de façon simple, mais du moins, on peut peut-être se pencher pour avoir une réflexion là-dessus éventuellement. Puis, le dernier comme exemple que je vous ai amené, c'est de développer des partenariats et projets communs interdisciplinaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement, mais c'était quand même un élément qui a ressorti qu'on pourrait encore davantage travailler cet aspect-là, de travailler des projets de recherche cégep-université. Ça fait le tour un peu des pistes de collaboration qui ont été priorisées. Je ne les ai pas toutes mises parce qu'ils font l'objet encore de discussions puis de priorités à mettre en place. Mais dans les prochaines semaines, on va partager le plan de travail sur lequel on va travailler durant les prochains mois, durant les prochaines années. Donc, je vous dirais peut-être à surveiller là, dans les prochaines semaines, là, autant au niveau du rapport qu'on va vous le partager, mais également au niveau du plan de travail sur lequel le chantier et les autres chantiers sur le pôle sur lesquels on va tabler pour les prochains mois. En conclusion, peut-être que je vais terminer là-dessus. Bien, les suites, je viens de vous le partager, de surveiller les choses qui sont à venir. Dans le fond, dans ma conclusion, j'ai perdu mon petit fil de... Vraiment. Ben, je vais y aller de manière plus... Aujourd'hui, je vous rappelle, je ne voulais vraiment pas rentrer dans le vif, je voulais vraiment y aller sur la démarche. Je ne sais pas si vous avez des questions à savoir peut-être un petit peu plus pointues. Je demeure ouverte à répondre à vos questions au niveau de chacun des ateliers pour voir s'il y a certains constats qui se sont mis en évidence. Non. Mais pour le grand constat pour nous, c'est quand même de se dire que c'était une belle réussite de réunir tous ces intervenants-là, ces professionnels, dans le cadre d'une journée, ne serait-ce que juste pour se mettre en mode échange, écoute durant l'événement. Donc, c'était un premier, on l'a nommé, c'était notre tout premier rendez-vous. Ça sera intéressant de voir les suites qu'il pourra y avoir à donner au niveau de l'événement, mais il y en aura certainement de notre côté au niveau du chantier, puisque le rapport que l'Agora nous a produit, c'était vraiment dans cette visée-là, d'avoir un outil qui nous permet de colliger, mais pour pouvoir réfléchir et prioriser là-dessus. Alors, ben, je vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi. S'il n'y a pas de questions, ben, je vais vous... Il n'y en a pas. Je vois des fois des petits yeux qui se questionnent, mais qui n'osent pas. Non? D'accord. Bien, gênez-vous pas. On demeure disponible là, à la suite de la conférence. Merci. Ah oui, en main, vous avez, dans le fond, toute la présentation. Non pas qu'on voulait faire un parcours laborieux, mais on voulait vraiment que vous voyiez toutes les étapes qui s'enchaînaient dans le processus de développement du projet, de son origine jusqu'à aujourd'hui.
Merci. Bonne fin de journée. Oui. J'ai chaud. J'ai la bouche.